Dans cette vidéo, nous allons voir une deuxième structure de contrôle qui sont les itérations. Alors à quoi va servir cette nouvelle structure de contrôle? Supposons par exemple que je veuille afficher le carré des 5 premiers entiers, comme ici, c'est-à-dire que je veuille afficher le carré de 0 vaut 0, le carré de 1 vaut 1, le carré de 2 vaut 4, jusque le carré de 4 vaut 16. On pourrait, pour obtenir cet affichage, utiliser 5 instructions d'affichage, mais en fait, dans un tel cas, on peut, et je dirais même, on doit utiliser une itération, ou ce qu'on appelle aussi une boucle for, c'est-à-dire qu'en fait, ce code va permettre d'obtenir l'ensemble de cet affichage en bouclant ou en itérant sur cette seule instruction d'affichage. Et je vais maintenant détailler ce code pour vous expliquer pourquoi. Une itération, ou ce qu'on appelle donc aussi une boucle for, commence tout simplement avec le mot-clé for. Vient ensuite la déclaration et l'initialisation d'une variable qui va servir à contrôler le nombre de tours de boucle. Cette déclaration et initialisation n'est exécutée qu'une seule fois avant d'entrer dans la boucle. Vient ensuite quelque chose que vous pouvez reconnaître, puisqu'il s'agit d'une condition que vous avez rencontrée dans la vidéo sur les branchements conditionnels. Cette condition sera testée avant d'entrer dans la boucle. Si elle est vraie, on va continuer à exécuter la boucle. Si elle est fausse, on va sortir de la boucle. Vient ensuite une instruction d'incrémentation qui, dans cet exemple, s'écrit ++i. Je vous rappelle, quand on utilise l'opérateur d'incrémentation ++ sur la variable i, c'est équivalent à écrire i égale i plus 1, c'est-à-dire que cette instruction va ajouter 1 à la variable i. Cette instruction d'incrémentation va permettre de faire évoluer la variable qui permet de contrôler le nombre de tours de boucle, et elle n'est exécutée qu'à la fin de chaque tour de boucle. La déclaration et l'initialisation de la variable qui sert à contrôler le nombre de tours de boucle, la condition et l'instruction d'incrémentation sont entourées par des parenthèses et sont séparées par des points-virgules. Vient ensuite un bloc d'instructions qui constitue le corps de la boucle et qui contient les instructions qui vont être exécutées à chaque tour de boucle. Comme pour le branchement conditionnel, qui utilise le mot-clé if, les accolades ne sont obligatoires que quand plusieurs instructions doivent être répétées, c'est-à-dire quand le corps de la boucle contient plusieurs instructions. C'est-à-dire que si je n'ai qu'une seule instruction à répéter, comme ici, je ne suis pas obligé de mettre des accolades ici et ici. En revanche, même dans ce cas, il est conseillé d'utiliser des accolades, c'est-à-dire mettre une accolade ouvrante avant l'instruction et une accolade fermante après l'instruction. Je vais maintenant détailler pas à pas l'exécution de notre premier exemple de boucle for. Tout d'abord, notre boucle for commence par déclarer une variable i et l'initialiser à la valeur 0. Ensuite, on va tester la condition qui est ici i strictement inférieur à 5. La condition est vraie puisque i vaut 0 et 0 est strictement inférieur à 5. Et donc, on va entrer dans le corps de la boucle. Entrer dans le corps de la boucle, ça veut dire exécuter cette instruction-ci, qui est la seule instruction dans le corps de la boucle. Et cette instruction va afficher le carré 2, qu'on retrouve ici, suivi de la valeur de i qui est tout simplement 0, suivi de vaut, et suivi de la valeur de l'expression i fois i qui vaut simplement 0 ici. Ensuite, on arrive à la fin du corps de la boucle, et on va revenir sur cette ligne-ci, et plus exactement à l'instruction d'incrémentation, qui est ici ++i, qui va donc ajouter 1 à la variable i, et i va prendre la valeur 1. On teste ensuite de nouveau la condition i
strictement inférieur à 5, qui est encore une fois vrai, et donc on va entrer dans la boucle. Entrer dans la boucle, ça veut dire répéter cette nouvelle instruction d'affichage, avec toujours le carré 2, cette fois-ci i vaut 1, ensuite on affiche vaut, et on affiche la valeur de l'expression i fois i, qui vaut simplement 1 ici. On arrive encore une fois à l'instruction d'incrémentation qui va donner la valeur 2 à la variable i, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la variable i ait la valeur 4, et qu'on exécute l'instruction d'incrémentation qui va faire que i va passer de 4 à 5. On va ensuite tester la condition i strictement inférieur à 5. Cette fois-ci, cette condition va être fausse, puisque 5 n'est pas strictement inférieur à 5. Et comme cette instruction est fausse, on sort de la boucle. On va continuer après la boucle, c'est-à-dire exécuter les instructions qui se trouvent ici. Au passage, la variable i qu'on avait déclarée ici n'existe plus, c'est-à-dire qu'on ne peut plus l'utiliser. Cette variable n'existe qu'à l'intérieur de la boucle. La boucle for suit donc la syntaxe suivante. Tout d'abord, le mot-clé for, puis entre parenthèses, la déclaration et l'initialisation d'une variable, qui n'est pas forcément de type int, puis vient une condition qui a priori devrait porter sur cette variable, même s'il n'y a aucune obligation, et une incrémentation qui, elle aussi, devrait porter sur cette variable. Puis vient un bloc d'instructions qui constitue les instructions qui seront répétées par la boucle. Alors je vous rappelle que les trois éléments à l'intérieur des parenthèses de la boucle for sont séparés par des points-virgules et qu'il n'y a pas de point-virgule ici. La boucle for répète les instructions qui sont dans le bloc tant que la condition ici est vraie. Si la condition ne devient jamais fausse, ces instructions seront répétées indéfiniment. Passons à un nouvel exemple de boucle for. Supposons que je veuille afficher la table de multiplication par 5. Sans utiliser de boucle for, je serai obligé de répéter 10 fois quasiment la même instruction, c'est-à-dire cette instruction-ci, qui affiche 5 multiplié par 1 vaut 5 fois 1, suivi de 5 multiplié par 2 vaut 5 fois 2, jusque 5 multiplié par 10 vaut 5 fois 10. Dans un tel cas, encore une fois, il faut utiliser une boucle for, et cette boucle for va s'écrire de la façon suivante. C'est-à-dire que je vais déclarer et initialiser cette fois-ci ma variable qui sert à contrôler le nombre de tours de boucle à 1. Comme condition, je vais utiliser la condition i inférieur ou égal à 10. Et je vous rappelle que le symbole inférieur ou égal se note avec le caractère inférieur suivi du caractère égal. Et je vais utiliser l'opération d'incrémentation plus i. La variable i va donc prendre ici les valeurs de 1 à 10. Cette boucle for va donc être bien équivalent à l'ensemble de ces 10 instructions d'affichage et m'afficher la table de multiplication par 5. Le bloc d'instructions répété par une boucle for peut contenir n'importe quelle instruction, par exemple un branchement conditionnel. Voici donc un quiz avec un branchement conditionnel à l'intérieur d'une boucle for. À votre avis, qu'affiche ce code quand on l'exécute? Alors la bonne réponse est la réponse A, et nous allons voir pourquoi. La boucle for commence par déclarer une variable i et l'initialiser à 0. La condition est i strictement inférieur à 5, l'instruction d'incrémentation est ++i. I va donc prendre les valeurs de 0 à 4. La première instruction dans le corps de la boucle affiche la valeur de i, c'est-à-dire pour l'instant 0. Notez au passage qu'on a utilisé ici print et non pas println.
ce qui fait que la prochaine chose qui sera affichée va s'afficher après le 0, c'est-à-dire ici. On passe ensuite au branchement conditionnel qui teste si i modulo 2 est égal à 0. Alors pour trouver la valeur de i modulo 2, il faut commencer par diviser i par 2. i vaut 0. 0 est égal à 0 fois 2 plus 0. Le modulo de i par 2 est ce 0. Tout ceci vaut 0. Cette condition-là est donc vraie. On va entrer dans le branchement conditionnel, c'est-à-dire exécuter cette instruction-ci qui affiche le caractère P. On passe ensuite à la dernière instruction dans le corps de la boucle qui affiche un espace que je vais noter de cette façon-ci. On arrive à la fin du corps de la boucle et on va revenir ici avec cette fois-ci i qui vaut 1. On recommence à exécuter le corps de la boucle, c'est-à-dire on recommence ici avec cette instruction qui va afficher la valeur de i, c'est-à-dire maintenant 1. On passe au branchement conditionnel qui teste si i modulo 2 est égal à 0. Pour trouver i modulo 2, il faut diviser i, c'est-à-dire 1, par 2. 1 va s'écrire 0 fois 2 plus 1. i modulo 2 vaut donc ce 1-là. Ceci vaut 1, et donc cette condition est fausse. On va donc sauter cette instruction-ci, passer à cette instruction-là, qui affiche un espace. On arrive à la fin du corps de la boucle, et on va revenir, encore une fois, ici. i va valoir maintenant 2. On recommence à l'intérieur du corps de la boucle, on affiche la valeur de i, c'est-à-dire 2. On passe au branchement conditionnel. On va calculer i modulo 2. i vaut 2. Et il se trouve que 2 est égal à 1 fois 2 plus 0. Donc i modulo 2 est égal à ce 0-ci. 0 ici. Cette condition-là est donc vraie. On entre dans le branchement conditionnel, c'est-à-dire qu'on va exécuter cet affichage-ci qui affiche le caractère P. On va passer ensuite à cette instruction-ci qui va afficher un espace, etc., etc. Et on va bien obtenir l'affichage donné par la réponse A. Alors cette condition-ci avec le modulo est peut-être un peu compliquée pour un débutant, mais en fait, on peut l'interpréter très simplement. Ça teste juste si le reste de la division par 2 d'un nombre est égal à 0. Et avec des mots, j'aurais pu dire, je teste si cette valeur, donc la valeur de i, est paire. Donc cette condition est équivalente à se poser la question, est-ce que i est paire ?